Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo qui récapitule quelques petites astuces dans N8N qui sont très sympas. Donc soit vous les connaissez peut-être déjà, ou soit vous allez les apprendre avec moi. Je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça. Prochaine astuce, les sticky notes. Les sticky notes, c'est quoi? C'est des petits post-it que vous allez pouvoir mettre dans vos workflows qui vont vous aider à mieux comprendre ce que vous faites. Donc ça va vous servir à documenter votre workflow. Vous allez pouvoir comme ça donner des informations à un autre low-codeur qui va reprendre vos workflows après vous ou qui travaille avec vous. Vous allez pouvoir aussi pour vous-même mettre des informations pour vous en rappeler, parce que si vous revenez sur le workflow 6 mois après, il y aura peut-être des infos que vous aurez plus. Vous allez gagner du temps parce que vous allez avoir directement les informations essentielles importantes pour ce workflow. Quand les utiliser, de façon générale, c'est plutôt sur les gros workflows où il y a beaucoup de choses à savoir, mais après vous pouvez les utiliser comme vous voulez, bien sûr, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous voyez comment ça se passe. En haut à droite, ici, sur le bouton plus, quand vous restez, quand votre souris est en survol sur le bouton, en dessous, vous avez un petit bouton post-it qui s'affiche. Donc vous pouvez comme ça cliquer ici. Et là, vous avez un petit cadre jaune par défaut qui s'affiche. Donc vous le mettez où vous voulez. Tout en haut, vous pouvez le supprimer, vous pouvez changer sa couleur. Vous pouvez très bien le mettre bleu, ça peut avoir une signification pour vous, par exemple. Et ensuite, dans les réglages, c'est les réglages que vous avez de façon classique, donc vous pouvez changer la couleur, vous pouvez l'éditer, vous pouvez dupliquer si vous voulez en faire un autre, etc. Comment le modifier? Tout simplement, vous double-cliquez dessus. Donc là, vous voyez, on vous dit, ça utilise le Markdown. Donc pour ceux qui connaissent pas le Markdown, c'est un langage simplifié qui permet de structurer du texte. Là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, 2 dièses, en fait, ça correspond à un titre de niveau 2, donc un H2 en HTML. Vous avez deux étoiles qui encadrent des mots, donc ça permet de les rendre gras, etc., etc. Et les liens, par exemple ça là, c'est la structure d'un lien en Markdown. Donc ça, vous pouvez aller voir la documentation du langage Markdown sur internet et vous allez voir toutes les spécificités que vous pouvez faire avec. Concrètement, comment j'ai fait pour éditer ce petit sticky note? On va regarder. Donc là, je vais le supprimer, celui-ci. Je vais double-cliquer dessus et on va voir comment j'ai fait ce petit header, comment j'ai fait les listes à puces, les titres de niveau 3 et comment j'ai mis une image aussi. À noter que ici, vous voyez l'image, j'ai mis ma mascotte, mais vous pourriez très bien avoir une image de votre workflow, de votre structure que vous avez fait sur un dessin par exemple. Vous avez converti en PNG ou en JPEG et ensuite le mettre directement comme ça dans votre workflow pour pouvoir, pourquoi pas par la suite, développer votre workflow par rapport à votre dessin, ou alors même le transmettre à un autre développeur qui aurait besoin lui de reprendre le workflow, ça peut vraiment aider. Donc on double-clique dessus, tout simplement en haut, j'ai mis sticky note au milieu. Ensuite 3 dièses, vous voyez pour les titres de niveau 3. Les listes à puces, j'ai fait des petits tirets. Et ici, pour l'image, la structure c'est un point d'exclamation. Entre crochets ici, vous avez en gros les mots qui vont s'afficher si le lien n'est pas disponible. Et si le lien est disponible, vous avez le lien de l'image. Donc là, c'est une image qui est en ligne sur mon site. Et le fait d'avoir écrit ça de cette manière-là, c'est du Markdown. Et le Markdown est compris par le sticky note, ce qui nous permet d'afficher l'image. Prochaine astuce, comment on va pouvoir éviter de rejouer des nœuds qui vont nous coûter de l'argent et qui vont nous prendre du temps. Donc on se retrouve sur N8N dans un tout petit workflow, très simple, avec un agent IA et une sortie parce que je voulais mettre un nœud à la sortie. Donc c'est juste un agent IA qui prend une demande et qui ressort un résultat. Quand on analyse ce petit workflow, on se rend compte d'une chose. Déjà, ce nœud-là prend du temps à s'exécuter et utilise une API qui est payante. Donc ça, c'est 2 contraintes qu'on va pouvoir effacer avec les pin data. Donc les pin data nous permettent de sauvegarder des données de sortie dans nos nœuds. Voici comment ça se passe. Je vais lancer le workflow et vous allez voir, ça va prendre à peu près 3 secondes à s'exécuter, le temps classique. Donc là, on voit bien que ça prend du temps. Et notamment, ça a consommé un petit peu d'argent puisque ça a utilisé l'API d'OpenRouter. Donc l'API, là, dans mon cas, c'est OpenAI qui est derrière. Ce qu'on voit dans le nœud, c'est qu'on a une sortie. Le pin data, ça va nous servir à pouvoir sauvegarder ces sorties sans avoir à rejouer le nœud.
comment ça se passe? Tout simplement, ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Pin Data. Soit vous cliquez ici directement, et vous voyez que si on ressort, le nœud est devenu violet, et on a l'icône ici, qui signifie que ce nœud-là est sauvegardé. Vous pouvez aussi y accéder avec les 3 petits points. Alors là, c'est unpin puisque je viens de piner, donc je viens de sauvegarder la data. Mais si on reclique dessus, on repasse en mode est-ce que vous voulez sauvegarder, ou vous avez aussi le raccourci clavier de la lettre P. Voilà, donc là ce qu'on a fait tout simplement, on a dit si jamais on relance le workflow, ce nœud-là ne sera pas rejoué une prochaine fois, mais il va utiliser directement les données de sortie qu'il avait de sauvegarder ici pour les passer au nœud suivant. Concrètement, ce que ça va changer, c'est quand vous allez lancer le workflow, vous allez avoir un gain de temps énorme, puisque vous n'allez pas avoir à rejouer tout ce nœud qui prend à peu près 3 secondes dans notre cas, et le gain d'argent aussi, puisque vous n'allez pas devoir rappeler l'API de OpenRouter, donc d'OpenAI derrière, pour pouvoir avoir une réponse. Et vous allez voir, je vais le lancer, ça va prendre vraiment... ça va être très peu perceptible, ça va prendre même pas une seconde. Vous allez voir, hop, c'est fini. C'est fini puisque on a directement utilisé les données d'output pour les donner à celui-ci. Et on voit bien qu'ici, on a toujours les données qui sont ici pour la suite du workflow. Je vous ai fait un petit récap juste au-dessus. Donc déjà, à quoi servent les pin data? Donc l'objectif, c'est de sauvegarder des données de sortie des nœuds sans les rejouer. C'est ce qu'on a vu. Quels sont les avantages de faire ça? C'est de gagner du temps. Quand vous allez développer vos workflows qui vont devenir assez conséquents, un workflow, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 10 minutes des fois si c'est des gros workflows avec beaucoup d'appels d'API qui prennent chacun un peu de temps, etc. Avec ça, vous allez diminuer énormément ce temps-là. Et notamment aussi, vous allez gagner énormément... Alors, vous allez gagner énormément d'argent. En tout cas, vous allez en économiser puisque vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser à chaque fois les API qui sont payantes puisque vous allez sauvegarder directement la sortie des nœuds. Quand les utiliser, donc les pin data sont à utiliser principalement quand on a des appels d'API redondants, où ça prend même du temps, même si c'est des appels d'API gratuites. Là, vous allez jouer sur le gain de temps, parce qu'à chaque appel d'API, vous allez demander à un serveur externe, donne-moi une réponse à ma question, il va vous renvoyer la réponse, et le temps de faire cet échange-là va déjà prendre parfois une seconde, plus de temps, ça dépend. Vous allez économiser ça. Et bien sûr, quand les workflows sont extrêmement longs, là c'est très avantageux quand vous allez pin plein de nœuds, parce que vous n'allez pas avoir besoin de les rejouer à chaque fois. J'ai montré que ça pouvait fonctionner sur des nœuds avec des appels d'API, mais vous pouvez très bien le faire aussi sur des nœuds de code, par exemple, des nœuds de code qui vont devoir parcourir un tableau. À la fin, vous faites un filtre dessus, etc. Au lieu de le réexécuter à chaque fois et qu'il refasse le code JavaScript ou Python, directement, il sort la réponse et vous gagnez déjà là aussi du temps. Donc sur un gros workflow, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Prochaine astuce, les variables dynamiques. Les variables dynamiques vous permettent de pouvoir traiter de façon dynamique des inputs avec une logique. Dans mon cas, j'ai fait un workflow assez simple. L'idée, c'est en entrée, on va recevoir de notre workflow une donnée. Donc là, si on ouvre le nœud, le dossier, ça sera le dossier Canva. Donc admettons, on est en train de traiter des dossiers et là, tiens, on arrive sur le dossier Canva. Et on veut envoyer un message à l'utilisateur. On veut lui dire, soit c'est le dossier Canva ou ce n'est pas le dossier Canva, tout simplement. Donc on a deux façons de faire, enfin au moins deux. Une façon qui est un peu, on va dire, classique et un peu sans réflexion. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, très bien, on a une donnée en entrée qui est dossier et elle a une valeur Canva. On va faire un nœud if. Si ce dossier est Canva, alors on va écrire un message et ce message, ça sera le dossier est Canva. Ou alors, non, ce n'est pas le dossier Canva et à ce moment-là, on aura un petit message, le dossier n'est pas Canva. Cette première approche fonctionne, mais on voit bien qu'on a 3 nœuds. Donc ça veut dire que potentiellement, il va y avoir un nœud d'exécuter, puis un autre nœud d'exécuter. On peut le faire directement en faisant appel aux variables dynamiques. Donc je vais vous expliquer comment ça s'écrit. Dans mon cas, donc donc là on pourrait faire ça pour que ce soit plus clair. Tac, voilà. Donc là vous avez une première partie qui est ici. On peut mettre entre parenthèses cette partie-là, c'est ce qu'on va tester. Donc là, je teste est-ce que dossier, donc qui vient du nœud précédent, est égal à la chaîne de caractères Canva. Et ensuite, on a 2 valeurs possibles. Soit c'est oui, donc si c'est oui, on dira que la chaîne de ressortie sera le dossier Canva, et si c'est non,
Donc souvent on l'écrit plutôt comme ça pour que ce soit plus lisible. Après, à chacun de voir. Tac. Et on va faire, voilà, comme ça. Tac. Voilà, c'est plus clair. Donc ça, c'est le test. Si c'est oui, c'est ça. Si c'est non, c'est ça. Et là, en fait, en faisant ça, quand on exécute le workflow, si on regarde les sorties qu'on a directement ici, on a bien la variable message qui contient le dossier et Canva. Et en passant de l'autre côté avec 2 nœuds, on a bien aussi la variable message et le dossier Canva. Donc on a le même résultat, sauf que là, on a d'une part économisé du temps d'exécution, puisque mine de rien, même si c'est des nœuds qui sont assez rapides, N8N doit les exécuter un à un. Ils ont chacun leurs données internes, etc. Donc ça prend plus de temps. Et deuxièmement, au niveau de la maintenance, il faut peut-être mieux maintenir uniquement un nœud que 3 nœuds. Et au niveau de la lisibilité aussi du workflow, parce que là c'est tout petit, mais quand vous avez des gros workflows, avoir plein de branches comme ça qui se succèdent et qui n'ont pas vraiment lieu d'être, qui pourraient être optimisées, vous gagnez du temps, donc beaucoup plus de temps de façon globale, mais aussi en lisibilité et en maintenance du workflow, vous allez gagner aussi de ce côté-là. Donc là on se retrouve avec la fonctionnalité Execute Once qui est disponible sur tous les nœuds et qui nous permet de rejouer une seule fois un nœud lorsqu'il y a plusieurs items. Donc je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Aussi un workflow assez simple. Donc j'ai créé un nœud edit field qui ressort un item avec 10 informations dans ce tableau. Donc c'est un seul tableau avec 10 éléments à l'intérieur. Je split dessus pour avoir 10 items avec un seul élément à chaque fois. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on a 10 items, le prochain nœud va être lancé 10 fois. Donc là, je l'ai imagé avec une boucle, donc ça va lancer 10 fois la boucle, et vous allez voir le comportement, c'est-à-dire que là, si je relance le nœud, hop, on attend une seconde, puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième, jusqu'à 10 fois. Donc là, potentiellement, on va passer 10 secondes à attendre quelque chose qui, en fait, n'est peut-être pas ce qu'on veut tester. On veut peut-être, nous, tester un bout de workflow qui est plus loin, et on n'a pas envie de rejouer comme ça ces 10 répétitions. Donc quand vous avez un nombre d'items, par exemple là ici 10 en sortie et que vous voulez que le prochain nœud le rejoue une seule fois, pour éviter d'attendre, vous cliquez dessus et vous avez dans les settings Execute Once. Et quand on l'exécute, donc quand on l'active, vous allez voir que là, au lieu de jouer 10 fois la boucle, il va la jouer une fois, puis il va sortir. Et c'est ça la force. Vous voyez, là on l'a joué une fois, puis il est sorti. Donc l'idée c'est vraiment, vous voulez tester un bout de workflow, vous voulez pas passer du temps sur la boucle, etc. Vous mettez ça, vous testez, et bien sûr après en production il faudra penser à l'enlever parce que je pense que vous aurez besoin de boucler sur chaque item. Prochaine astuce, les predefined credentials. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez utiliser des services d'API, vous allez avoir des clés d'API à utiliser. Donc, ce sont en gros des mots de passe pour pouvoir se connecter aux différents services. Vous avez deux possibilités. Quand vous avez récupéré une clé d'API et que vous voulez utiliser le service, par exemple là on va parler de Brave pour faire des recherches sur internet, on va faire une requête HTTP au niveau de l'API du service. Donc là on va vouloir demander une recherche avec une requête GET et on ne va pas s'authentifier, on va utiliser l'API pour renseigner les champs nécessaires, donc Q pour la requête, qu'est-ce qu'on veut rechercher. Et dans les headers, l'API nous dit, voilà, si vous voulez utiliser l'API, vous devez renseigner ces informations-là, et notamment, vous devez renseigner la clé d'API ici. Donc, le mot de passe pour utiliser l'application. Ça, c'est bien, mais déjà, premièrement, vous exposez vos clés d'API en clair dans le workflow. Donc ça, c'est pas fou au niveau de la sécurité. Et deuxièmement, si vous voulez utiliser plusieurs fois ce service ou cette clé d'API dans vos nœuds ou même vos workflows, vous allez à chaque fois réécrire la clé d'API, etc., etc. Et le jour où pour X raison vous allez vouloir changer la clé d'API, vous allez devoir remettre à jour tous vos nœuds. Donc comment on fait quand c'est comme ça? Donc déjà, les predefined credentials vous permettent de sauvegarder une clé d'API afin de la réutiliser facilement et de façon sécurisée. Les avantages à faire cela sont le gain de temps, parce que vous n'allez pas aller rechercher à chaque fois votre clé d'API et la renseigner. Le gain de sécurité, puisque vous n'allez pas laisser en clair dans vos nœuds les clés d'API.
le gain de maintenabilité, parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous allez, pour X raison, devoir régénérer une clé d'API, parce que vous l'avez perdue, ou pour d'autres raisons, vous allez recréer la clé API, vous allez la renseigner à un endroit, et elle pourra être directement réutilisée. Alors que si vous le faites pas avec les predefined credentials, vous allez réécrire à chaque fois dans chaque nœud la nouvelle clé d'API. Quand les utiliser, tout simplement, quand vous avez besoin d'utiliser, voilà, j'ai mis les bearer tokens, mais ça peut être d'autres clés. Ça peut être par exemple, comme on disait tout à l'heure, pour Brave, c'est X subscription token. En gros, ça revient au même. Quand vous avez besoin en gros d'utiliser des clés d'API, vous allez utiliser cette technique-là. Ok, donc là, je vous l'ai mis de façon un peu classique. On renseigne directement la clé d'API dans les headers. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici les generic credential type. Donc c'est juste ici. Donc la première fois, quand vous cliquez dessus, voilà, vous pouvez créer donc un header hôte. Et ensuite, vous pouvez par exemple créer, donc moi j'en ai déjà créé une, mais vous pouvez créer une new credential. Là, vous tapez le nom qui est demandé par l'API. Dans notre cas, je reviens ici. Dans notre cas, ça serait X subscription token. Et la valeur. Hop, donc on revient ici. Hop. Donc la valeur, donc le nom, ça serait X subscription token. Et la valeur, ça serait de la clé d'API que vous aurez récupérée sur le service. Donc là, pour moi, c'est sur Brave. Vous sauvegardez, donc vous lui mettez un nom pour vous en rappeler. Hop. Et après, vous avez juste à la sélectionner. Donc moi je l'ai créé, je l'ai appelé Brave API, comme ça je sais que voilà, c'est une clé qui me permet de me connecter directement à Brave. Et ensuite vous avez juste à taper votre query et les quelques informations que vous demande l'API pour fonctionner. Mais vous n'avez plus besoin d'utiliser la clé d'API directement dans les headers, visible dans les nœuds. Et là, si j'exécute la commande, voilà, ça a fonctionné. Donc on a bien le retour de l'API qui est ici. Voilà, c'est une petite astuce qui vous permettra, je pense, de gagner du temps, surtout lorsque vous allez changer la clé d'API à un moment ou un autre, ou même en sécurité, c'est très intéressant. Prochaine petite astuce est très sympa. Quand vous travaillez avec des webhooks et que vous devez du coup développer le workflow, vous allez être amené à ouvrir des navigateurs pour déclencher le workflow. Donc tout simplement, par exemple là, j'ai un webhook, donc c'est mon point de départ. J'ai cette URL de test, je la copie, je lance mon workflow et donc là mon webhook est en attente. Il attend qu'une requête GET arrive, j'ouvre mon navigateur, je copie l'URL, je déclenche mon webhook et on voit que de l'autre côté, ça a bien été déclenché. Donc ça, c'est la première façon, c'est la façon un petit peu classique qu'on fait quand on n'a pas encore cette astuce. Donc l'astuce, c'est quoi? C'est ce petit nœud qui est juste une requête HTTP qui va faire la même chose que ce qu'on fait quand on exécute l'URL dans le navigateur. Tout simplement, là, on exécute une requête POST. Et je vais aller aussi plus loin. C'est que vous allez pouvoir exécuter les requêtes GET, mais des requêtes autres. Vous pourrez avoir une requête POST, une requête patch, etc. Comment ça marche? Donc là, on va revenir pour enlever le vert. Donc là, notre webhook, il attend une requête GET sur cette URL là. Très bien. Et si on la déclenche, il va se lancer. Donc nous, on crée un petit nœud là, un petit nœud HTTP request sur la méthode get. C'est là où on pourrait choisir ce qu'on veut. On colle notre URL du webhook. On lance le workflow pour que lui, il soit en attente. Il attend que quelqu'un l'appelle. Et nous, tout simplement, bim, on déclenche notre requête. Donc voilà, c'est une petite astuce qui vous permettra, je pense, de gagner pas mal de temps. Prochaine astuce, les trigger errors. Donc quand vous allez concevoir des workflows et que vous allez notamment les mettre en production, le workflow va courir, on va dire, va être lancé tout seul par des actions. Ça peut être des webhooks, souvent c'est ça, ou des triggers de réception d'email ou des choses comme ça. Et vous n'allez pas avoir directement une notification qui va vous dire « Ah, il y a une erreur dans ce cas-là précis, ton workflow n'a pas fonctionné, etc. etc. » Les trigger errors sont là pour ça. L'idée, c'est que on crée un petit workflow qui nous notifie
quand il y a une erreur, afin qu'on puisse rapidement intervenir sur le workflow pour débugger et corriger le workflow et le rendre plus robuste. Donc comment ça fonctionne? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de ce workflow-là, détecter les erreurs dans les workflows. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Les avantages vont être la robustesse des workflows, la rapidité de détection des problèmes liés au workflow. On va pas attendre que le client revienne vers nous disant « Ah, je comprends pas, ça n'a pas fonctionné, etc. etc. » Quand est-ce qu'on les utilise? C'est lorsque les workflows sont en production. Dans l'idéal, il faudrait que chaque workflow en production ait un trigger erreur afin de pouvoir nous prévenir. Comment ça fonctionne? Donc là, je vous l'ai mis juste ici. Donc, comment trigger les erreurs? Déjà, il faut un workflow avec le nœud trigger error. Donc, error trigger ici, on en a fait un. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quand il va être déclenché, on va recevoir un email. Là, dans mon cas particulier et pour la démo, vous avez vu, j'ai mis un petit workflow directement dans le même workflow que le workflow principal. Le workflow principal qui est tout petit, qui est ici. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez très bien aussi vous créer un workflow dédié à l'envoi de votre erreur. Par exemple, celui-ci, vous pouvez le copier-coller et le mettre dans un workflow à part. C'est tout à fait possible. Là, on va voir en fait comment on joint en fait les deux. C'est-à-dire quand lui va être déclenché et qu'il y aura une erreur, donc on a fait exprès de générer une erreur dans ce code. Et ici, c'est un nœud webhook, donc on va demander une URL et ça va déclencher l'erreur. Ok, très bien, il va y avoir une erreur, mais comment on dit quand il y a une erreur de déclencher ce workflow-là? Tout simplement, en haut, dans les réglages, vous avez Settings. Et dans Settings, vous avez une clé qui s'appelle Error Workflow. C'est ici que vous allez pouvoir choisir quel workflow vous exécutez quand il y a une erreur. Donc vous pouvez très bien l'utiliser pour, comme moi, vous prévenir quand il y a une erreur, mais vous pourriez très bien, dans un cas d'une erreur, faire un autre workflow complètement à part. Donc nous, on va appeler le même. Si on regarde tout en haut en transparence, on voit qu'il s'appelle Error Trigger. Donc on cherche. Voilà, Error Trigger. D'ailleurs, j'en ai deux qui ont presque les mêmes noms. Là, c'est sans le S. Donc on prend celui-ci. On sauvegarde. Le fait d'avoir fait ça fait que quand lui va avoir une erreur en production, il va déclencher celui-ci. Je vous dis en production parce que si vous faites juste exécuter en test, il va pas déclencher d'erreur. Il va pas vous envoyer des mails. Pour qu'il puisse fonctionner, d'une part, vous devez activer le workflow principal. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Il doit être actif. Et ensuite, on va faire exprès de déclencher une erreur pour voir si on reçoit bien un email. Donc je vais ouvrir mes emails juste ici. Je vais supprimer puisque j'ai fait quelques tests avant. Hop. Et là, on va regarder sur ce webhook l'URL de production. Je la copie. Voilà. Et on va la lancer dans notre terminal. Dans notre navigateur. On la lance. Bon, il y a une erreur. Et si je regarde mes emails maintenant, je rafraîchis la page, je vois qu'il y a bien eu un message, donc un email qui m'a été envoyé erreur de workflow. Je l'ouvre, bon là c'est pas très lisible, on pourrait faire un texte un peu mieux écrit, etc. Après ça relève de votre choix. Qu'est-ce qui s'est passé si on regarde les exécutions? On voit que là, à l'instant, ce workflow là s'est lancé. On a déclenché le webhook. On a déclenché aussi une erreur. Donc là, par exemple, l'erreur, c'est que j'avais mis return une variable qui n'existe même pas. Donc forcément, là, il y a eu un problème. Et le fait d'avoir le problème a déclenché ce workflow-là parce que on l'a lié au niveau d'ici. Ce workflow s'est déclenché parce qu'on a mis un nœud spécial dans NUTN qui s'appelle Error Trigger, qui est fait exprès pour détecter quand il y a des erreurs. Nouvelle astuce, on va parler des agents IA et des prompts. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une approche un petit peu différente quand vous allez concevoir vos agents IA dans vos workflows. La première chose que vous devez vous poser comme question, c'est est-ce que je suis obligé de faire un agent IA pour ce que je dois faire actuellement ? Je vous donne un exemple concret. Vous avez une chaîne de caractères qui vous est donnée en entrée et vous devez extraire un numéro de téléphone. Vous savez à quoi il va ressembler le numéro de téléphone. Ça va être des numéros, il y en aura 10 par exemple. Peut-être qu'il va y avoir des points entre les numéros, peut-être des espaces, mais vous savez reconnaître un numéro de téléphone grâce à un pattern, c'est-à-dire grâce à une structure que vous pouvez déterminer
comme je vous ai dit. Si vous pouvez faire ça, ça veut dire que vous êtes capable de construire une règle qui permettra d'extraire le numéro de téléphone. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un LLM pour faire ça. Et les avantages d'utiliser, ça s'appelle des regex, pour extraire des informations, c'est que vous avez la maîtrise sur ce qu'il se passe. Vous savez que si quelqu'un écrit un numéro de téléphone d'une certaine manière que vous avez anticipé, le numéro sera extrait. Avec les agents IA, le problème c'est qu'en fonction des modèles d'IA que vous allez utiliser et de la complexité du texte, sur des gros textes, des choses comme ça, l'IA peut avoir des hallucinations. Elle peut fonctionner 99% du temps et il y aura 1%, elle va pas réussir à vous extraire l'information alors qu'elle est présente dans le texte. Deuxième chose, si vous utilisez des LLM pour faire des actions que vous n'en auriez pas besoin, vous allez perdre du temps dans vos workflows. Je vous lance le workflow ici, il fait exactement la même chose, il prend un texte en entrée, il doit extraire le numéro de téléphone et à la fin, on doit avoir une variable avec téléphone et le numéro de téléphone. Je lance, vous allez voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Vous voyez ? Voilà. Celui-ci a été 3 ou 4 fois plus lent que celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des requêtes et c'est normal. Et en plus, on a utilisé de l'argent pour pouvoir répondre à la question de l'extraction du numéro de téléphone. Si on voit la réponse, les deux ont réussi la mission. Il y en a un, on a dépensé 0 € et ça a été très rapide. Et l'autre, on a dépensé de l'argent et ça a été très lent. Donc voilà, je vous incite plutôt à réfléchir à ça dans l'utilisation de vos workflows. Plus vous allez simplifier le traitement pour un LLM s'il y en a vraiment besoin, plus il va réussir à le faire. Si vous devez extraire un numéro de téléphone, plein d'informations comme ça, et que vous lui simplifiez pas la vie, vous avez plus de chances qu'il se trompe que si vous lui donnez une seule tâche à faire qui est peut-être plus complexe ou qui viendra après l'extraction par exemple. Bref, ça c'était la première chose. La deuxième chose, on va passer sur un autre petit bout de workflow. Hop, je vais le descendre un peu. Hop, on va zoomer aussi. Voilà. Donc là, la réflexion c'est, on est obligé d'utiliser un agent IA parce que là, on n'a pas pu faire différemment. Et on veut essayer au maximum de maîtriser la sortie. On a parlé d'hallucination, c'est-à-dire quand l'agent IA ou le LLM va répondre, il va peut-être pas traiter tout comme on lui a demandé. On lui a dit retourne-moi ce JSON avec la clé prénom, nom, numéro de téléphone, email, et là il en a mis que 3. Il a oublié l'email par exemple. Ça peut arriver, ça pourrait arriver pour un LLM. Donc comment on va faire pour pouvoir pallier à ce problème, en tout cas essayer de pallier au maximum à ce problème. Premièrement, on utilise un modèle d'IA. Là, on a utilisé le 4.1 nano. Bon, là, vu qu'on utilise un chat, on va utiliser une petite mémoire pour que l'IA puisse se souvenir des interactions avec l'utilisateur. On va ajouter un tool qui s'appelle Sync, qui est natif maintenant dans N8N. Donc, vous pouvez le trouver en cherchant Sync dans les nœuds. Donc, il invite l'agent IA à avoir une réflexion. Donc vous pouvez lui dire voilà ce qu'il doit faire, utiliser cet outil pour relire la réponse avant de l'envoyer à l'utilisateur, Sync vérifie que la réponse est polie, etc., etc. Vous lui dites comment il doit agir. Et dans l'agent IA, là vous lui dites vérification obligatoire. Avant d'envoyer la réponse, tu dois obligatoirement utiliser le module Sync ou le tool Sync de N8N, vérifier que la réponse est polie et respectueuse, que la réponse mentionne bien les valeurs de cas de fusion, etc., etc. Donc ça va être un premier garde-fou, c'est-à-dire que on va donner le pouvoir à l'agent IA d'avoir une petite réflexion sur ce qu'il va générer comme réponse, est-ce qu'il a bien tout mentionné, etc. Deuxième chose très intéressante et très importante, quand vous devez structurer une donnée de sortie, par exemple là on parlait tout à l'heure de numéro de téléphone, donc nom, prénom, numéro de téléphone, email par exemple, vous allez pouvoir utiliser un output parser. Donc quand vous cliquez sur l'agent IA, vous pouvez ici require spécifique output parser, vous le cochez, et ça vous donne une branche en plus qui est juste ici, vous voyez, sur lequel vous allez pouvoir brancher l'output parser. Donc lui, concrètement comment il fonctionne, il va attendre un format JSON, et il veut que vous lui disiez, ok, tu veux quelle clé avec quelle valeur. Là par exemple on lui dit, je veux une clé
politeness, je veux que la valeur, ça soit une chaîne de caractères, qui soit OK ou pas OK. Je veux une autre valeur qui soit value mentioned avec les clés de valeur OK ou pas OK. Une clé correction avec un tableau, ce sera un tableau de plusieurs chaînes de caractères, et une clé réponse avec la réponse à la question de l'utilisateur. Donc là, on lui dit tout simplement, voilà comment tu dois structurer ta réponse pour avant de me l'envoyer. Vous avez une chose qui est très intéressante aussi, c'est autofix format. Donc là, l'idée, c'est que s'il n'y arrive pas, s'il y a un problème, il va pouvoir réessayer. Donc pour ça, il va avoir besoin d'un modèle qu'on va mettre ici. Par exemple, on va mettre un modèle 4.1 mini, pourquoi pas, qui est un modèle intermédiaire qui fera l'affaire. Et vous pouvez aussi lui donner un prompt de réessai. C'est-à-dire que quand il va pas réussir, il va réessayer, il va exécuter ce prompt-là. Donc vous pouvez lui dire, voilà, donc vous laissez par contre la structure comme ça, hein, la structure donc instruction, complétion, et ensuite vous pouvez en dessous rajouter ici des choses qu'il doit absolument vérifier dessous. Très bien, donc là on a essayé là ça marche très bien, on a essayé de forcer le format de la réponse. Comme ça, vous pouvez ensuite les utiliser dans votre workflow en faisant glisser-déposer, éventuellement le nom, le prénom, l'email, et le numéro de téléphone. Donc là, si on le lance, on va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà, donc par exemple, là c'est un agent IA qui répond aux questions d'utilisateurs. Je souhaite me former au rugby, comment puis-je faire? Là, on va voir ce qui se passe. On lance, il utilise la mémoire, il utilise son modèle, donc le nano, il utilise le sync 2 fois, et il utilise l'output parser. Il n'a pas eu besoin d'utiliser le modèle d'IA ici, puisqu'il a réussi directement à structurer la réponse comme il voulait la structurer. Donc là, si on regarde la réponse, on voit qu'il a bien réussi à utiliser notre structure, donc on pourrait réutiliser directement les clés comme ça dans le prochain nœud, et il a rempli toutes les interrogations qu'on avait, donc la réponse est polie et respectueuse, innovation, collaboration, etc. Pour vous former au rugby, blablabla, blablabla, c'est la réponse à la question. Par contre, ce que je vois là, c'est qu'il n'a pas réussi il n'a pas mis la valeur que j'attendais. Moi, j'attendais OK ou pas OK. Vous vous souvenez de ça? Et là, je vois qu'il a pris un petit peu son aise. Et je pense tout simplement, et c'est un point que je voulais vous mentionner, que c'est en fonction du modèle que vous allez choisir que la pertinence de la réponse sera présente ou non. Là, on avait choisi un modèle très petit, un nano, donc il a bien géré quand même la façon de travailler, c'est-à-dire d'utiliser le tool sync, utiliser l'output parser, de ressortir avec le bon format de sortie. En plus, il a réussi à mettre la réponse, mais ici, c'est pas pertinent. Donc, on va essayer tout simplement de changer et d'utiliser un modèle un petit peu plus gros, donc 4.1 par exemple. Voilà, on va pas forcément changer la température, etc. On va essayer comme ça. Et là, on va relancer on va relancer exactement la même question. Hop, on reset. L'idée, c'est vraiment de voir si on a une différence entre les modèles ou pas. Utilisation de la mémoire, utilisation du modèle. Il a utilisé le tools sync pour avoir une réflexion sur sa réponse. Il devrait utiliser l'output parser pour structurer la réponse. Il n'a pas eu besoin d'utiliser le modèle parce qu'il a très bien réussi à générer le format du premier coup. Et là, dans la réponse, donc là, il nous a généré exactement la même réponse. Donc, soit là, je pense que notre demande n'est pas assez claire au niveau du output parser. Soit on lui dit OK ou pas OK. En fait, quand c'est une chaîne de caractères, ça veut dire qu'on le laisse libre d'écrire ce qu'il veut. Donc moi, j'aurais plutôt mis, quand vous avez 2 possibilités, true ou false. Vous voyez? True, par exemple, false. Et là, il va avoir que 2 choix possibles et ça sera forcément true ou false. Allez, on le retente une dernière fois. Hop. Donc là, normalement, on peut relancer ça. Il n'aura pas d'incidence. Je pense qu'il pourrait se laisser influencer par celui du dessus, mais vu qu'on lui a changé l'output parser, ça devrait fonctionner correctement. Voilà. Donc là, vous voyez, tout de suite, on a la réponse qu'on attend. Donc ça, c'est aussi une autre information que vous pouvez prendre en compte. C'est quand vous dites à un agent IA la structure de sortie,
Quand c'est du texte, c'est du texte. Quand c'est un tableau, c'est un tableau, il n'y a pas de problème. Quand c'est une réponse qui doit être oui ou non, ok, pas ok, des choses comme ça, c'est A ou B, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous lui donnez un booléen, ça s'appelle. Un booléen, c'est une valeur qui est true ou false. À ce moment-là, en lui donnant ça, il sait qu'il a que deux possibilités, et vous pourrez vous appuyer dessus pour le prochain nœud éventuellement. Si vous lui donnez la possibilité de mettre du texte, il peut très bien mettre oui ou non, mais il peut très bien mettre carrément autre chose, une phrase comme on a vu tout à l'heure, et là après, pour l'utiliser ensuite, est-ce que la réponse elle est polie? Ça va être compliqué pour vous d'aller extraire l'information true par exemple. Donc voilà, utilisez. Donc je fais un récap global, puisque là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même sur cette astuce-là. Première chose, utilisez l'IA uniquement si vous en avez besoin. Si vous pouvez faire autrement, faites autrement. Deuxièmement, choisir le bon modèle d'IA pour faire telle ou telle tâche. Vous avez des modèles d'IA spécialisés dans le code, par exemple Gemini est pas trop mal. Vous avez des modèles d'IA spécialisés plutôt dans la rédaction de contenu. Claude est plutôt bon dans ce domaine-là. Il va faire des textes un petit peu plus volumineux, un peu plus adaptés à la rédaction web par exemple. Ensuite, quand vous êtes obligé d'utiliser un agent IA, essayez quand vous pouvez d'utiliser un output parser pour maîtriser le format de sortie, les clés et valeurs de sortie. Ajoutez un tool sync pour essayer de faire réfléchir l'IA sur ce qu'il va générer et est-ce que ce qu'il a généré remplit bien toutes les tâches que vous lui avez demandées. Et ensuite, la dernière petite astuce, c'est utiliser les types, ça s'appelle les types, utiliser les types de données appropriés à ce que vous voulez faire. Si c'est un booléen, si c'est une valeur oui ou non, vous utilisez un booléen. Si c'est un texte, vous utilisez un texte. Si c'est un tableau d'objets ou un tableau de chaîne de caractères, vous utilisez un tableau de chaîne de caractères. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous allez mieux structurer vos agents IA. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris quelques trucs et astuces. Et je vous dis à la prochaine pour apprendre d'autres choses.